Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre l'audition de M. Gérald Darmanin, garde des Sceaux et ministre de la Justice, devant la délégation aux droits des enfants à l'Assemblée nationale. Un échange dense, marqué par les questions des différents groupes politiques et des députés. Pour suivre au plus près les travaux parlementaires, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Monsieur le ministre, chers collègues, nous recevons aujourd'hui Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, que je remercie d'être présent avec nous aujourd'hui. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, comme nous le rappelle la Civis. Lorsqu'un enfant est victime de violences, le premier enjeu n'est ni juridique ni procédural, c'est le temps. Le temps de la justice, lorsqu'il est trop long, devient un facteur de risque. Plusieurs mois peuvent s'écouler avant qu'un enfant bénéficie de la mesure de protection ou d'investigation décidée par le juge, que ce soit côté des conseils départemental ou côté protection judiciaire de la jeunesse. En matière de protection de l'enfance, ces délais ne sont jamais neutres. Protéger, c'est agir vite, avant que l'irréparable ne se reproduise. La dramatique agression d'une enseignante à Sanary-sur-Mer la semaine dernière nous l'a encore rappelé tragiquement. C'est dans cet esprit qu'a été adoptée la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Elle prévoit le retrait automatique de l'autorité parentale du parent définitivement condamné pour crime ou violence sexuelle sur son enfant, ainsi que l'élargissement de la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale et droit de visite. Ces avancées sont importantes, mais dans la pratique, elles interviennent souvent trop tardivement au regard du temps, de l'enquête pénale et de la mise en examen qui conditionne la suspension. C'est pourquoi il y a quelques jours, notre Assemblée a adopté un texte issu des travaux de cette même délégation qui crée une ordonnance de protection provisoire pour les enfants victimes de violences afin de garantir une réponse judiciaire immédiate, lisible et opérationnelle. Le procureur statuerait en effet sous 70 heures sur la protection immédiate du mineur en permettant ce nécessaire au-delà de ce qui est possible aujourd'hui avec l'ordonnance de placement provisoire, des interdictions de contact ou de paraître, ainsi que l'attribution provisoire du logement familial aux parents protecteurs. Il aurait ensuite 8 jours pour saisir le juge compétent et celui-ci 15 jours pour confirmer, prolonger ou suspendre cette mesure de protection. Et il y a quelques semaines, toujours pour mieux accompagner l'enfant, nous avions soutenu un texte de notre collègue Eda Hadizadeh sur la présence obligatoire de l'avocat en assistance éducative. Vos propos récents, Monsieur le ministre, nous confortent dans l'idée que vous partagez cette volonté de protection plus rapide, voire quasi immédiate pour les enfants. Mais vous vous êtes moins exprimé sur l'avocat pour l'enfant. Aussi, j'aimerais savoir si vous allez nous accompagner dans la mise en place de ces deux dispositifs nécessaires pour les enfants, à savoir l'ordonnance de protection de l'enfant, mais également l'avocat pour les enfants. Concernant le parcours en justice des mineurs victimes, pourriez-vous aussi nous indiquer votre ambition pour les unités d'accueil pédiatrique, les UAPED? Pouvez-vous nous indiquer aussi où en est le déploiement des chiens d'assistance judiciaire et le dispositif qui avait été annoncé par votre prédécesseur qui permettrait aux enfants de découvrir les tribunaux avant d'y aller afin de pouvoir s'acclimater avec notre justice. Sur un autre volet, j'aimerais évoquer bien entendu la justice pénale des mineurs où protection de l'enfance et délinquance sont souvent liées puisque 55% des délinquants mineurs, selon la défenseure des droits, sont ou ont été suivis en protection de l'enfance. De fait, quelle coordination entre PJJ et ASE souhaitez-vous mettre en place dans le cadre de vos fonctions? Pour permettre aussi à ces jeunes délinquants d'être toujours dans l'éducatif, vous nous avez indiqué vouloir faire évoluer les centres éducatifs fermés. Aussi, pourriez-vous nous indiquer quel avenir vous comptez mettre en place pour ces CER et ces CEF? Et aussi, pour aller plus loin, comment peut-on faire évoluer la prise en charge en prison, notamment pour que ces enfants puissent avoir une éventuelle réinsertion correcte dans notre société? Et enfin, toujours sur ce volet, avez-vous un retour de l'évolution de cette justice en deux temps que nous avons évoqué il y a quelques mois, entre l'audience de culpabilité et l'audience de peine, vis-à-vis des cas de récidive et vis-à-vis de l'impact aussi sur, les services de la justice? Un autre sujet nous préoccupe et nous sommes en train de mener un travail sur ce sujet-là, c'est la prostitution des mineurs. Vous avez adopté un décret conjointement avec la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées afin que les commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle soient compétentes pour accompagner les victimes mineures. Et pour ce faire, les services de l'ASE figureront maintenant au sein de ces conseils. Bien sûr, je m'en félicite et je vous en remercie. Beaucoup de jeunes mineurs qui se prostituent sont placés dans des foyers et sont des proies faciles. Vous avez également annoncé la création d'unités dédiées au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Quand seront-elles opérationnelles et pour quelle mission et avec quels professionnels? Notre délégation mène également actuellement un travail sur l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs.
Cette mission d'information a mis en exergue les difficultés techniques que peuvent rencontrer les professionnels, les progrès à faire en matière de recueil de la parole et d'accompagnement des victimes. Sur le sujet, vous êtes prononcé en faveur d'une imprescriptibilité possible des crimes sexuels sur mineurs. Comment envisagez-vous cette évolution du droit, et notamment tant pour les violences sexuelles sur mineurs pour lesquelles vous êtes exprimé, mais également avez-vous réfléchi pour les crimes les plus graves, comme les assassinats sur mineurs? Pour conclure, je sais votre volonté de vous engager sur les sujets de protection de l'enfance. Vous l'avez d'ailleurs rappelé dans une lettre adressée aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, dans laquelle vous présentiez vos priorités dans le domaine de la protection de l'enfance, qu'on a quand même peu vu ces dernières années. Mais nous le savons, aucune réforme ne peut produire ses effets sans moyens. J'en profite, et vous me le permettrez, pour remercier tous les personnels de justice qui accompagnent chaque jour ces enfants. Mais tous nous disent la même chose. Qu'ils soient juges des enfants ou éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ils ont trop de dossiers d'enfants à traiter simultanément. La protection de l'enfance suppose une justice pleinement assumée par la puissance publique. Ainsi, j'aimerais savoir sur ces deux types de profils, juge des enfants et protection judiciaire de la jeunesse, quelle est votre feuille de route pour renforcer ces effectifs compte tenu de l'augmentation des violences faites aux enfants révélées par ces enfants. Je vous laisse la parole, Monsieur le Ministre, pour un propos préliminaire et pour répondre à ces premières questions. Et après, nous ferons un tour de table avec les collègues ici présents. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Si vous voulez continuer à suivre les débats parlementaires dans leur intégralité, abonnez-vous à Hémicycle. Pour vous, s'abonner est un geste simple et gratuit, et pour nous, c'est ce qui nous permet de continuer ce travail en toute indépendance. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci à votre délégation de m'accueillir au nom du gouvernement, en particulier en tant que garde des Sceaux, qui à la fois doit travailler auprès de la protection de la jeunesse avec le directeur de la PJJ, qui est ici présent, Thomas Le Sueur, qui vient de prendre depuis quelques semaines ses fonctions, qui fait un travail important pour mener à bien le travail que je souhaite qu'il puisse mener avec ses équipes courageuses et un budget grâce, je remercie à ceux qui ont permis de le faire adopter, qui pour la première fois recrée 70 postes à la protection de la jeunesse. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé et qui, j'espère, permettra en 2027 de confirmer ces augmentations d'effectifs avec des difficultés quand on parle par exemple du narcotrafic et des mineurs pris dans le narcotrafic et de la protection de l'enfance. À Marseille, nous avions depuis 20 ans une baisse d'effectifs de la PJJ dans la ville de Marseille et grâce aux effectifs que le Parlement nous aura donc donnés, on va pouvoir recréer des postes de protection de l'enfance à Marseille ou dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Île-de-France. Je voulais vous dire, Madame la Présidente, que je suis également en charge des mineurs lorsqu'ils sont sous la main de l'administration pénitentiaire. Et il y a malheureusement des enfants, des mineurs qui sont dans des établissements parce que les magistrats ont considéré qu'il fallait les priver de liberté. Je n'oublie pas cet aspect évidemment du travail que je peux mener avec l'administration pénitentiaire. Et puis évidemment, comme ministre de la Justice, garde des Sceaux, et en respectant l'indépendance des magistrats, et vous l'avez dit, à quel point l'enfance est concernée par le travail des juridictions, qu'il s'agisse des moments civils, des divorces, des gardes d'enfants, et on connaît les difficultés parfois que fait naître ces conflits familiaux, la protection de ces enfants en tant que victimes, du lien, vous l'avez dit, avec l'ASE. 80% aujourd'hui des mesures d'assistance éducative sont judiciarisées. Il y a 400 000 enfants à l'ASE, dont 200 000 qui sont placés. C'est une augmentation de plus en plus importante. Et puis évidemment de la justice pénale des mineurs lorsqu'il s'agit de mineurs qui ont commis des faits plus ou moins graves et malheureusement de plus en plus graves et violents. L'actualité nous le montre une nouvelle fois. Je veux donc dire que l'enfance et la protection de l'enfance est au cœur du travail du ministère de la Justice en général et je m'enorgueillis d'essayer de mettre avec ma collègue Stéphanie Rist des améliorations importantes, d'où le projet de loi que nous essayons de porter collectivement. Et les mois, c'est la première fois que le garde des Sceaux sera co-signataire officiellement du projet de loi, ce qui montre évidemment l'importance du ministère de la Justice dans la protection de l'enfance, qui malheureusement, je l'ai vécu comme élu municipal, comme maire, dans un territoire particulièrement difficile, mais aussi comme conseiller départemental, particulièrement éclaté. Nous avions eu le premier comité stratégique avec Stéphanie Rist. Il y avait 7 ministres pour intervenir sur le même sujet, ce qui montre sans doute la difficulté d'intervention de l'État dans une politique qui mériterait peut-être une unité de commandement, en tout cas une unité de responsabilité. Vous évoquez les magistrats pour enfants, en tout cas les juges pour enfants.
Ils sont évidemment très importants dans le fonctionnement de la justice. Ils ont beaucoup de dossiers, entre 400 et 500 dossiers par cabinet de juge pour enfants. Donc c'est évidemment très difficile. C'est évidemment une moyenne et ça dépend si on est à Bobigny ou si on est dans la Creuse. Mais j'ai essayé, dans les moyens qui m'étaient donnés par le Parlement, je constate qu'il y a 1600 créations de postes rien que cette année au ministère de la Justice, quand on supprime 5000 postes en général dans la fonction publique. C'est-à-dire que le ministère de la Justice a un budget en augmentation très important, et c'est la suite de ce que mes prédécesseurs avaient réussi à négocier auprès du Parlement, et merci au Parlement de soutenir ce budget. J'ai décidé, en arrivant au ministère de la Justice, de créer 50 cabinets de juges pour enfants supplémentaires en 2 ans. C'est le cas à Bobigny, c'est le cas à Cambrai, c'est le cas à Alès. On pourrait faire la liste des tribunaux qui connaissent déjà depuis l'année dernière et cette année une augmentation très importante, sans doute la première recréation d'autant de cabinets de juges pour enfants. Ça restera un nombre de dossiers trop important pour l'ensemble de ces magistrats, mais c'est un premier point, je pense, qui devrait rassurer, qu'il faudra continuer dans la longueur pour permettre que la justice des mineurs puisse être une justice à hauteur d'enfants, à hauteur d'hommes, et pas en priorisant des dossiers, malheureusement, dans l'urgence ou dans l'extrême urgence. On a vu dans la triste et terrible affaire Elias que c'était sans doute une des difficultés de dysfonctionnement de la justice et de l'organisation de la justice. Le sujet n'en vient pas aux magistrats, mais à la charge de travail qu'on leur impose collectivement. Se pose d'ailleurs aussi la présence du juge d'affaires familiales, qui aussi traite de la famille et des enfants. Et donc, à l'intérieur même du ministère de la Justice, beaucoup de magistrats s'occupent des enfants, soit d'un côté civil, soit d'un côté pénal. Une grande question plus large se pose de leur éventuelle refonte en un seul juge de l'enfant ou de la famille. C'est pas le choix que j'ai fait, mais sans doute que ce sera un débat pour les prochains mois, lors des élections présidentielles ou législatives, lorsqu'on va repenser le ministère de la Justice et, je l'espère, une nouvelle loi de programmation. Vous dire que dans la protection de l'enfance, c'était le point que vous avez évoqué, Madame la Présidente, également. Je vais essayer de répondre à vos questions en même temps que mon propos liminaire. Je peux constater qu'après les parents, les vrais parents, si j'ose dire, qui sont vus comme absents ou défaillants, les pouvoirs publics sont aussi des parents défaillants en ce qui concerne l'enfant, et singulièrement l'aide sociale à l'enfance, et que nous devons prendre nos responsabilités. On devrait pouvoir en grande partie avoir honte de la façon dont on traite une partie de ces enfants, notamment l'aide sociale à l'enfance, dont un tiers d'entre eux portent des handicaps importants, 20 ans d'espérance de vie en moins, et des difficultés de proxénétisme extrêmement importantes. Le chiffre que j'ai pu donner mardi, c'est que 6 prostituées sur 10 en France ont moins de 18 ans, ce qui montre que c'est un sujet qui concerne particulièrement, bien évidemment, la protection de l'enfance, en même temps qu'on lutte contre la traite d'êtres humains. Et nous ne sommes pas à la hauteur de cet enjeu et de ces enjeux. Les mineurs isolés ont longtemps empêché la politique publique, sans doute, d'être efficace pour les départements, mais c'est moins le cas. Il y a moins de mineurs isolés, il y a moins de MNA dans les flux qui arrivent dans les départements. Il en reste évidemment, mais désormais, on voit bien que l'essentiel des enfants qui sont sous la protection des pouvoirs publics en général, c'est une défaillance globale de notre organisation que de ne pas pouvoir les protéger. Et je pense que nous devons en tirer des conclusions, d'où le projet de loi qu'on vous propose, d'où les initiatives parlementaires comme la vôtre, Madame la députée, que je soutiens, vous le savez, et d'où peut-être le travail du comité stratégique qu'on a mis en place le 10 février dernier avec l'ensemble des acteurs et du monde associatif et du monde privé. La justice des mineurs, c'est donc pas simplement la justice des mineurs qui commettent des faits. C'est d'abord la justice des enfants victimes qui, parfois, victimes deviennent auteurs et victimes à la fois, et qui rend très complexe la façon dont nous les accompagnons, et pour lequel la justice doit être beaucoup plus efficace. Alors, plus efficace, ça veut dire quoi? D'abord, être plus rapide. La première condition d'efficacité, c'est le temps, surtout quand on s'adresse à des enfants en construction. L'enfant ne vit pas au rythme d'un dossier administratif ou d'un dossier judiciaire. Un adolescent, sans doute, encore moins. Et c'est pour cela qu'on a essayé, en tout cas depuis 1 an, j'essaie de consolider la réforme voulue par le Parlement, celle du Code des mineurs, avec la logique simple du système, qui était une réponse plus rapide. Alors, est-ce que nous avons tenu notre engagement, en tout cas, lorsqu'Éric Dupond-Moretti vous a présenté ce texte? Je peux dire que oui. Le résultat, en ce qui concerne le temps, la mise en poursuite et des jugements et des sanctions, est passé de 18 mois en moyenne en 2020 à 8,7 mois en 2024. Donc l'objectif était 6 mois, il y a encore du travail à faire, mais ce qu'on peut dire, c'est que la rapidité est au rendez-vous du Code des mineurs, même si les moyens n'ont pas toujours été à la hauteur
pour les magistrats et pour les agents de la PJJ. Donc il faudra continuer à mettre les moyens pour que ce code de la justice des mineurs puisse être appliqué. C'est donc un délai qui a été divisé par 2 en 4 ans. Il faut continuer ce travail, d'où les priorisations de moyens que j'évoquais pour l'exercice budgétaire 2026 et je l'espère 2027. Cette exigence de rapidité, elle est sans doute là pour les enfants victimes également. Et donc quand un signalement est fait, vous l'avez dit Madame la Présidente, quand un enfant est repéré, entendu, orienté, aujourd'hui le service public de la justice répond, on verra ça grosso modo dans 4 mois. Alors il ne le dit pas comme ça, bien évidemment, mais c'est les faits. 4 mois pour un mineur, c'est une vie, surtout lorsque il est violenté, violé, torturé, physiquement ou psychologiquement. Et donc notre devoir, c'est de réduire ces délais, d'améliorer l'organisation, de remettre la justice et la PJ dans le bon tempo. Et donc effectivement, je soutiens, vous m'avez entendu le dire, et la chancellerie elle-même rédigé, j'y reviendrai, un texte d'ordonnance de sûreté qui correspond à l'extrême rapidité que nous devons offrir à ces enfants. Croire d'abord l'enfant et ensuite regarder ce qui se passe chez les majeurs, puisqu'on peut penser qu'il peut aussi y avoir un certain nombre de détournements des procédures du fait des conflits familiaux, mais le devoir de protection l'emporte, à mon avis, sur l'éventuelle dérive que pourrait faire naître une telle mesure. Il me revient aussi de convaincre les services de la chancellerie, notamment les parquets, qui ont déjà beaucoup de travail, mais je pense qu'ils le font essentiellement, notamment le vendredi, lorsque c'est la veille des gardes. Pour l'avoir assisté à plusieurs reprises, comme vous, auprès de vos parquetiers, vous savez qu'ils sont déjà très, très impliqués. Après la rapidité, c'est l'effectivité. C'est bien de prendre des décisions rapides, mais encore faut-il que ces promesses soient tenues et que nous puissions appliquer ces décisions. C'est l'esprit de la circulaire que j'ai adressée le 28 avril dernier à l'ensemble des procureurs de la République pour la première fois, que le placement doit protéger et pas rendre encore plus vulnérable. Les procureurs de la République, le ministère de la Justice n'avait jamais fait un audit. Parfois, le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou la défenseur des droits le faisait, les parlementaires aussi, mais de manière générale, n'avait pas fait un audit de tous ces foyers, de tous ces lieux où on met des enfants, avec des endroits où cela marche très bien et des endroits où cela marche très mal, avec des violences ou des réseaux de proxénétisme quasiment à proximité ou à l'intérieur. Évidemment, mettre un enfant sous la protection de la justice dans un endroit qui reproduit les violences, voire pire, de sa famille, c'est évidemment être d'une grande responsabilité. Donc les procureurs de la République ont fait ce travail de contrôle dans les semaines qui ont suivi. Aujourd'hui, 250 lieux de placement ont déjà intégralement contrôlés. Il nous en reste encore beaucoup à faire, bien évidemment. Ces visites massives montrent un constat préoccupant. C'est surtout la question de la santé dans ces foyers qui n'est pas au rendez-vous. Santé physique, santé mentale, psychiatrie, addiction. Et il y a une absence quasi totale de prise en charge de ces sujets de santé, de la prise en charge sanitaire. Et évidemment, nous devons travailler avec les élus locaux, singulièrement avec le ministère de la Santé, pour pouvoir offrir à ces enfants un accompagnement de santé lorsqu'on les place. Ils sont quasiment abandonnés quand on les voit dans ces foyers, si j'en lis les comptes rendus des procureurs de la République. Quand on est dans un lieu qui est censé protéger, on constate des impasses profondes de soins, des ruptures de suivi, notamment sur les addictions, des adolescents en souffrance qui ne voient personne, même pas de personnel médical ou paramédical. C'est pas simplement un problème d'organisation, c'est un échec collectif des pouvoirs publics. L'État ne peut pas demander à un juge de placer un enfant en dehors d'une famille et ensuite se détourner de ce qui se passe dans ce foyer. Après la rapidité, après l'effectivité, la protection. Je vais signer aujourd'hui même, Madame la Présidente, et je l'enverrai après votre audition, la première circulaire de politique éducative et pénale à l'ensemble des agents depuis plus de 12 ans. Les agents de la PJJ n'ont pas reçu d'instruction sur la façon dont ils doivent concevoir leur métier, quelle est la politique du garde des Sceaux. Je remercie Monsieur le Directeur d'avoir, dans un grand élan de concertation avec son personnel que j'ai parfois moi-même reçu, les organisations syndicales, élaboré sous mon autorité cette première circulaire. Que dira cette première circulaire? D'abord, de bien tenir les délais du CJPM, c'est très important, de ne pas relâcher la rapidité avec laquelle on essaie de traiter ce qu'a voulu le législateur. Mais au-delà de la vitesse, il faut avoir du sens et de la cohérence, et surtout partout sur le territoire. C'est bien la difficulté. Une doctrine qui est partagée entre les parquets, les juges et les éducateurs de la PJJ, c'est pas si simple que ça. L'effectivité de la décision est la condition d'une justice des mineurs crédible. Et la sanction est aussi un acte éducatif. Moi, j'ai trop entendu d'opposition entre éducation et sanction. Je pense que
on est beaucoup à avoir des enfants ici dans cette salle, la sanction fait partie de l'éducation. La sanction toute seule n'est pas un but en soi, n'a aucun sens. Et une éducation sans jamais aucun interdit mène, je crois, au n'importe quoi. Et donc, ce que j'essaie de mener, c'est une éducation qui comprend la sanction. Et les éducateurs de la PJJ, évidemment, sont aussi là pour rappeler ces interdits et rappeler ces difficultés, même s'ils accompagnent très courageusement ces enfants, ces jeunes qui ont des repères très éloignés, des repères de ceux qui ont la chance de vivre dans une famille aimante et encadrante. L'effectivité de la décision de justice est la condition d'une justice des mineurs crédible. Et donc, cette circulaire n'est pas un texte de plus, elle organise pour la première fois de manière très concrète le travail de la PJJ en lien avec les parquets. Elle renforce l'intervention en milieu ouvert, parce qu'on se concentre beaucoup trop, je trouve, sur le milieu fermé, qui concerne quelques centaines d'enfants, bien sûr, qu'il faut suivre, mais il y a des milliers d'enfants dans le milieu dit ouvert. Les alternatives aux poursuites, les actions plus précoces exigent des rapidités de prise en charge, des renforts de personnel, et j'ai donc, par la fermeture des centres éducatifs fermés, permis de mettre 150 cette année éducateurs de plus dans le milieu ouvert, afin de baisser le nombre de dossiers par agent de la PJJ pour donner du sens au travail de ces éducateurs. Cette circulaire détaille aussi la refonte du placement pénal que j'ai annoncé avec la fermeture des centres éducatifs fermés. Le placement ne concerne qu'une minorité de mineurs suivis, même une très petite minorité, si je peux me permettre cette expression, mais il représente un immense effort de la République. Il doit donc être utile, transformateur et protecteur. Les rapports de la Cour des comptes, les rapports du Parlement, notamment de votre rapporteur lors de la Commission des finances en charge des questions de la PJJ, mais également les rapports d'inspection que j'ai commandés à mon arrivée au ministère de la Justice démontrent l'efficacité toute relative des centres éducatifs fermés. Des centres éducatifs fermés, malgré des moyens très importants, en général 1/3 à 50% de coûts de plus qu'un centre classique, avec pourtant le même taux de fugue, ce qui devrait nous interpeller. Ce qui veut donc dire que, avec le même niveau d'éducation scolaire, c'est-à-dire 4 fois moins en général que dans le milieu scolaire classique, je reviendrai, montre que ces centres éducatifs fermés n'étaient pas des centres, et ils étaient peu éducatifs et ils n'étaient pas fermés. Donc il fallait voir leurs limites et revenir sur la question de la récidive, puisqu'ils avaient à peu près les mêmes taux de récidive que ceux qui n'étaient pas dans les centres éducatifs fermés. Il faut d'abord savoir avoir le courage d'arrêter une politique, même si elle va au contraire parfois des j'essaie de regarder les choses en politique publique, et je voudrais résumer la philosophie de ce que nous essayons de faire. C'est pas sanction ou éducation, c'est quelle est la bonne réponse utile pour ce jeune qui est placé sous l'autorité de la justice. Alors une sanction inutile, c'est une sanction dont la mesure n'est pas exécutée, lorsque l'enfermement est sans projet, sans éducation, lorsque l'enfant arrive au mois de mai dans un centre éducatif fermé qui ne voit pas de professeur avant le mois de septembre, parce que nous sommes dans un rythme de l'éducation nationale, et que cette personne est restée donc pendant 4 mois dans un centre sans jamais rencontrer un enseignant, un placement sans protection, un dossier qui traîne, des sorties sans accompagnement, des fugues aussi nombreuses que ceux qui sont dans des foyers non centres éducatifs fermés. L'utile, c'est le contraire. C'est plutôt avoir un parcours qui se tient, et le temps où le jeune est privé de cette liberté d'avoir de l'éducation, une formation dans le monde de demain. C'est précisément le sens des nouvelles unités que nous créons, qui est une sorte de fusion des foyers précédents et des centres éducatifs fermés. Donc nous faisons un seul type de lieu, les UJPE, qui fait du placement, le temps de reconstruction, et surtout à caractère et pédagogique et d'enseignement. Nous y reviendrons. Ce qui compte dans la contrainte que fera le juge, comme diraient les jeunes, mon juge, ce sera de regarder s'ils ont bien suivi cette éducation et non pas s'ils étaient dans un lieu particulier. Ce qui compte, c'est ce qu'on y fait, c'est pas les murs qu'il y a autour. Je veux dire ici la grande réalité que j'ai personnellement découvert en arrivant au ministère de la Justice, c'est la rupture massive du volume d'enseignement que nous offrons aux jeunes qui sont placés sous main de justice. Le constat est terrible. Un élève ordinaire qui vit dans nos circonscriptions, je me permets de parler des circonscriptions en général, et c'est environ 26 heures de cours par semaine. En centre éducatif fermé, le volume tombe sous la barre de 10 heures, en moyenne 5 heures d'enseignement par semaine. Même dans les établissements pénitentiaires, il y a plus d'heures d'enseignement que dans un centre éducatif fermé, et pourtant c'est déjà pas tout à fait formidable.
Ce décrochage d'heures qui est incompréhensible, comment un enfant qui est enfermé dans un centre éducatif fermé sous main de justice, qui manque de cadre, peut avoir jusqu'à 7 fois moins d'heures de cours que lorsqu'il est à l'école classique, et pas du tout l'été s'il devait malheureusement être enfermé dans une période de vacances scolaires. Quand on n'occupe pas les enfants, quand on ne structure pas son temps de présence, quand on ne remet pas du sens dans la journée d'un adolescent, les tensions montent, les conduites à risque reviennent, les réseaux reprennent la main, surtout lorsqu'on n'a pas non plus interdit les téléphones portables dans ces lieux. C'est pourquoi, après de très nombreuses années de gel, qui datent de beaucoup de gouvernements successifs depuis plus de 25 ans, nous relançons pour la première fois en 2026, et je remercie également le budget que j'ai pu proposer au Premier ministre et au Président de la République, le recrutement de professeurs techniques avec la réouverture d'un concours de 40 places, donc de professeurs qui ne dépendent pas de l'Éducation nationale, mais bien du ministère de la Justice, qui donc ne sont pas sous rythme Éducation nationale pendant les vacances scolaires, mais qui sont sous le rythme du ministère de la Justice, afin de permettre d'avoir à toute heure, si j'ose dire, des vacances, des enseignants qui vont pouvoir être au rendez-vous de ce qu'on doit à ces enfants. Cela peut paraître un point de gestion, mais en réalité, c'est un acte politique de recruter soi-même des professeurs. Pourquoi ? Parce que le professeur technique, c'est le symbole d'une justice des mineurs qui ne se contente pas de tenir l'adolescent, mais de le remettre debout, par le geste, par l'atelier, par la formation, par l'utilité, par la dignité, et évidemment tout au long de l'année. L'un des atouts majeurs des professeurs techniques, c'est qu'ils garantissent la continuité pédagogique les 52 semaines par an, donc y compris pendant les vacances scolaires d'été, où, là, je l'ai dit, les temps morts étaient extrêmement nombreux, et pour beaucoup de jeunes qui sont sortant de prison ou mis en centre éducatif fermé pour éviter la prison, correspondent parfois au moment où ils font le plus d'actes de délinquance ou de criminalité. Cette présence évite donc le désœuvrement et maintient le cadre structurant qui, je crois, n'aurait jamais dû être perdu dans les centres éducatifs fermés. Voilà pourquoi je dis, si nous voulons que la PJJ réussisse, elle fait un travail très difficile et chacun le sait ici, nous devons remettre la sanction avec l'éducation et l'apprentissage au centre de son travail. La circulaire fait aussi de la santé, je l'ai dit, le pivot de la sortie de la délinquance, donc de remettre des soins là où il n'y en avait plus du tout, repérage, soins, continuité, santé mentale, addiction. C'est pourquoi nous recrutons également 60 postes d'infirmiers supplémentaires, puisque le ministère de la Santé ne les fournit pas toujours, que les départements de la justice va donc les embaucher directement. Et nous allons mettre en place, notamment avec les pédopsychiatres, un travail tout particulier. On connaît cette difficulté partout en France, mais singulièrement pour les enfants qui sont placés sous main de justice. Enfin, la circulaire traite d'un sujet qui n'a jamais été abordé, le numérique et sa prédation. On en parle beaucoup pour d'autres sujets aujourd'hui au Parlement, bien sûr. Les réseaux sociaux exposent les mineurs au recrutement par les trafiquants, les proxénètes, les prédicateurs. C'est pourquoi la circulaire met en place l'interdiction des téléphones portables dans toutes les chambres pour la première fois de la protection de la jeunesse, que tout ça soit inscrit explicitement dans les règlements de fonctionnement des structures de placement et que l'usage soit strictement encadré dans les espaces collectifs. Et évidemment, une exemplarité doit être demandée aux éducateurs également, mais chacun le comprendra. C'est une mesure de protection pour nos enfants, de bon sens, et nous y attachons tous, j'imagine, une importance particulière. Voilà une circulaire très importante qui, j'espère, fera date pour la PJJ et pour le ministère de la Justice, avec toute la confiance que nous devons aux agents de la PJJ qui font vraiment un travail extrêmement difficile, parfois subissant de la violence et des difficultés, mais dont chacun connaît l'encouragement quasi messianique qu'ils ont avec la foi très forte, monsieur le directeur, partout sur le territoire national. Sur la politique pénale, vous m'avez interrogé. Beaucoup de mineurs délinquants sont avant tout des mineurs victimes, on le sait tous, parfois issus de l'aide sociale à l'enfance, victimes avant d'être auteurs, puis auteurs créant d'autres victimes, victimes de violences, de carences, d'abandon, de viols, de déscolarisation, d'addiction, d'exploitation. Et là encore, les pouvoirs publics ont une responsabilité importante parce que ces enfants ont croisé un jour la puissance publique. Bien avant l'infraction, ils ont croisé l'école, ils ont croisé le centre social, ils ont croisé quelqu'un qui a fait signe d'une information préoccupante, une fugue, une rupture scolaire, un placement qui ne protège pas assez, et des parcours qui se fragmentent. Le ministère de la Justice arrive un peu en dernier ressort dans tous ces parcours extrêmement fragmentés, mais nous devons continuer à travailler pour que la justice puisse réparer, après avoir sanctionné, bien évidemment, des comportements délictuels et malheureusement de plus en plus criminels. Je veux donc dire que de ce point de vue que nous avons à travailler sur la protection, y compris au très long cours,
Vous l'avez évoqué, la question des viols du proxénétisme. C'est pourquoi, en effet, je me suis là aussi prononcé pour l'imprescriptibilité des violences contre les enfants, notamment des violences sexuelles. Le gouvernement y a donné un avis favorable lorsque Mme Berger, qui portait le texte que nous avions co-construit, pour la première fois, la chancellerie a donné un avis favorable à cette imprescriptibilité. Nous avons un nouveau texte bientôt, soit qui concerne la justice, soit qui concerne l'aide sociale à l'enfance, soit qui concerne votre texte, Mme Goulet, ou d'autres ici. Il n'y a pas de volonté particulière de la chancellerie de le porter soi-même. S'il était porté par des parlementaires, ce sera un avis toujours favorable du garde des Sceaux. Le plus vite sera le mieux, notamment avec les techniques nouvelles, numériques et médicales, que la justice peut avoir désormais sous la main. De même, je me suis aussi prononcé pour l'imprescriptibilité des crimes de sang, et donc des crimes qui touchent aussi les mineurs, mais ça peut aussi toucher les majeurs. L'imprescriptibilité, c'est un débat très, très complexe. Je n'ignore pas que mon ministère y a été longtemps très défavorable de revenir sur ce point. Je n'ignore pas que cela touche aujourd'hui que les crimes contre l'humanité. Je ne veux évidemment pas faire de hiérarchie dans l'horreur, mais il me semble qu'avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, et les moyens médicaux, et nous verrons peut-être même les moyens scientifiques, nous pouvons retrouver des auteurs des années et des années après. Je suis favorable, moi personnellement, à cette fin limitée, mais à cette fin de l'imprescriptibilité, comme vous l'avez évoqué. La présence de l'avocat pour l'enfant, et notamment dans les mesures d'assistance éducative, a aussi reçu un avis favorable de la proposition de Mme la députée. C'était Mme Rist qui était, je crois, au banc ce jour-là, qui portait la parole du gouvernement. Je veux redire mon soutien à cette proposition de loi. Sans doute faut-il travailler un petit peu encore avec l'auteur de cette proposition de loi pour que nous puissions ne pas faire une fausse promesse, et qu'il y ait à la fois un travail avec la profession d'avocat et le ministère de la Justice qui doit être au rendez-vous, et notamment de l'aide juridictionnelle que cela créera incontestablement. Mais le plus tôt sera le mieux. Je me suis exprimé d'ailleurs mardi, soit pour que nous puissions l'inscrire dans un temps de travail gouvernemental, c'est ma demande que j'ai faite à M. le Premier ministre, mais j'ai échangé avec Mme la députée, soit qu'il soit repris dans le texte que je porte avec Mme Rist, ou dans un texte d'initiative parlementaire, là encore. Évidemment, si l'auteur de la proposition de loi y était favorable, je pense que le plus tôt sera le mieux pour que nous puissions travailler à cette protection de l'enfant et la présence de l'avocat pour l'enfant, quel qu'il soit son passage devant la justice. Enfin, je terminerai, Madame la Présidente, pour vous dire que malheureusement, je constate en matière civile que le placement chez les tiers de confiance reste extrêmement minoritaire, contrairement au souci du législateur, puisque c'est moins de 9% des placements qui sont chez le tiers de confiance, c'est-à-dire 19 000 jeunes, même si la dynamique est réelle, puisqu'on a 22% d'augmentation en 2 ans, mais c'est une dynamique peut-être encore un peu trop timide. Là, bien sûr, le ministre de la Justice touche ses limites, puisqu'il ne peut pas donner d'instruction aux magistrats du siège, et on peut que continuer à faire ce travail en expliquant que le tiers de confiance est sans doute mieux qu'un placement où rester dans cette famille. Et quand il faut protéger, je veux le dire, il faut le protéger vite. Et donc je veux redire, Madame la Présidente, que je suis très favorable à l'ordonnance de sûreté de l'enfant. Et ce qu'a imaginé la chancellerie, c'est en effet une décision encadrée sous 72 heures à la main du procureur de la République et 8 jours pour d'investigation nécessaire. Et puis des mises à l'abri prioritairement faites auprès du parent protecteur. Je pense que c'est un point très, très important sur lequel nous devons avancer, notamment dans le cadre des violences intrafamiliales, des violences d'inceste. Et quand un parent protecteur est prêt à agir, il faut sans doute un outil plus rapide, plus clair, plus sécurisé. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Et comme je reçois de très nombreuses mamans, notamment victimes, mais aussi parfois papas, qui se trouvent parfois condamnés par la justice parce qu'ils n'ont pas fait de présentation d'enfants alors qu'ils souhaitaient protéger leurs enfants. Ce n'est pas au ministre de se substituer aux décisions de justice sur les gardes des enfants, bien évidemment, mais c'est à nous d'assurer la sécurité, la rapidité de cette décision et à dire au juge qu'est-ce que doit être sa priorité. La priorité, c'est la protection de l'enfant, ce n'est pas la protection des parents. Enfin, je pense que, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, nous avons les mêmes adversaires, c'est-à-dire les réseaux qui recrutent, qui manipulent et qui exploitent. D'abord des réseaux du narcotrafic, de plus en plus nombreux, qui utilisent des enfants. Une terrible affaire a lieu en ce moment et chacun le suit, avec un tueur à gages de 14 ans et qui crée évidemment un émoi tout à fait important. Mais c'est aussi vrai de toutes les petites mains qui sont utilisées par des réseaux qui les torturent, qui les exploitent, qui les prostituent et qui parfois les
les massacres au sens humain du terme, mais c'est aussi évidemment le cas des réseaux de proxénétisme des mineurs. Je l'ai dit, j'ai donné une instruction particulière et les unités dédiées que vous évoquez sont mises en place depuis maintenant 3 mois. Voilà, Madame la Présidente, vous m'avez posé la question sur les UAPED. Le déploiement est en cours sur l'ensemble du territoire avec des résultats très, très positifs. J'ai commandé à Madame la procureure générale de Reims un rapport d'étape. Madame Miller, qui était là, mais qui est partie, était présente au nom du Parlement à la réunion avec Madame Rist. Elle a pu faire entendre les conséquences de ces mises en place de l'UAPED. On va vous communiquer le rapport de Madame la procureure générale de Reims. Et pour les chiens d'assistance qui avait été promis par mon prédécesseur, nous avons expérimenté une trentaine de chiens. C'était une dizaine au moment où M. Dupond-Moretti a pris l'engagement, donc il y a une vingtaine de chiens dans une trentaine donc de 2 départements. L'idée, c'est d'avoir au moins un chien par département. Je pense qu'on arrivera à la centaine d'ici l'année prochaine ou l'année d'après. Je pense que l'une des difficultés, c'est la production et l'accompagnement et l'éducation de ces chiens, et pas le manque de volonté politique. Mais je sais que c'est un point très important pour cette médiation, et tout le monde le dit, association de victimes, magistrats, et bien sûr, je sais que vous y êtes particulièrement attentifs. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ce premier tour de piste très complet. Je vais proposer à une personne par groupe de prendre la parole. Par contre, compte tenu du timing de Monsieur le Ministre, je serai très strict sur les 2 minutes, plus qu'hier, donc ne m'en voulez pas. Madame Caroline Parmentier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, notre rapport parlementaire sur la pauvreté infantile que je vous ai remis en arrivant après 6 mois d'audition et de déplacement sur le terrain dénonce le fait que toutes les structures d'accueil et les dispositifs d'aide sont saturés par une immigration illégale non contrôlée. Les associations telles que la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, les Apprentis d'Auteuil consacrent leur temps à trouver des papiers et des aides à des personnes entrées clandestinement sur notre territoire. Est-ce vraiment leur mission ? L'état des lieux est catastrophique. Que pouvez-vous me répondre à ce sujet et que comptez-vous faire concrètement ? Que pensez-vous de l'impact de l'immigration irrégulière sur la pauvreté en France et notamment sur la pauvreté infantile ? Nos dispositifs d'hébergement d'urgence sont aujourd'hui saturés. Dans les centres que nous avons visités en région parisienne comme à Lyon, la quasi-totalité des hébergés étaient sans papier, des familles venues pour des raisons économiques, occupant durablement des places censées être provisoires, qui venaient de pays qui ne sont pas en guerre, Algérie, Bangladesh, Côte d'Ivoire, Afghanistan, Guinée. Les associations sur le terrain font un travail remarquable, mais leur première mission est désormais d'obtenir des titres de séjour et des aides sociales à ces familles. Cette situation se fait au détriment des ménages français modestes comme des étrangers en situation régulière. Monsieur le ministre, lutter contre l'immigration irrégulière, c'est aussi lutter contre la pauvreté des Français. Comment garantir le droit à l'hébergement et à la dignité des plus vulnérables sans reprendre le contrôle de nos frontières et de nos dispositifs sociaux ? Vous avez été ministre de l'Intérieur. Comment expliquez-vous les lenteurs persistantes dans le traitement des contentieux liés à l'immigration irrégulière qui aggravent la saturation de l'hébergement d'urgence et qui portent donc atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ? Ne pensez-vous pas que ce laisser-faire, un peu les deux en fait, finit par créer un véritable appel d'air à l'immigration illégale ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dubré-Chirat. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je reviendrai sur des choses sur lesquelles que vous avez évoquées, notamment sur les centres d'éducation fermés, puisque j'ai le plaisir d'en avoir un dans ma circonscription que je visite régulièrement, qui doit faire exception, car il fonctionne assez bien, mais on sait dans la plupart des centres, on constate des dysfonctionnements. Vous souhaitez les remplacer par des foyers d'éducation renforcés pour les mineurs délinquants. Or, de nombreux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse alertent sur le manque de moyens humains et les difficultés de recrutement, parce que créer des postes, c'est une réalité, mais les pourvoir, ça reste une difficulté, avec des personnels formés en encadrement éducatif et en suivi psychologique. D'autre part, on a un souci sur les placements en milieu ouvert, puisque on a insuffisamment de possibilités et insuffisamment surtout de suivi pour ces enfants. La deuxième chose, c'est l'année dernière, vous avez indiqué être favorable à l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, au nom d'une réponse plus ferme à une délinquance juvénile.
mais il me semble qu'un adolescent, quoi qu'il fasse, est encore en construction sur le plan mental, physique et social. Notre droit pénal des mineurs repose sur le principe fondamental d'accompagner sur le plan éducatif avant de sanctionner. Assimiler des mineurs à des adultes, c'est prendre le risque de les enfermer durablement dans la délinquance. Une telle mesure pourrait fragiliser des jeunes déjà très vulnérables et entretenir le risque de récidive. La troisième question, c'est sur la prostitution des mineurs. Le Sénat est en train de travailler sur une proposition sur la prostitution sans contact physique liée aux plateformes qui concerne les jeunes femmes, mais aussi les mineurs. Est-ce que vous seriez d'accord sur l'évolution de la définition de la prostitution sans contact physique? Et la quatrième chose, c'est la loi Rist-Darmanin. Merci beaucoup. On a des éléments? Je suis désolée. Madame Gabrielle Catala. Merci Présidente. Monsieur le ministre Darmanin, vous avez annoncé hier votre volonté de supprimer l'excuse de minorité, une expression d'extrême droite, l'excuse de minorité ne figurant nulle part en droit français. Ce que vous désignez s'intitule l'atténuation de la responsabilité, un principe cardinal de l'ordonnance de 1945, hérité d'une idée simple, celle qu'on ne peut pas juger les enfants comme les adultes, celle que les enfants ne peuvent pas être considérés comme complètement responsables de leurs actes et qu'il est possible de les redresser par des politiques éducatives. L'ordonnance de 1945 a consacré l'idée que les enfants sont d'abord des êtres à protéger et qu'il faut avant tout les éduquer pour leur faire comprendre leurs actes, qu'ils sont des êtres réparables, perfectibles. Mais vous préférez entretenir ce refrain désespérant et erroné selon lequel seules les sanctions et la fermeté résoudraient la délinquance juvénile, entretenir vous-même l'idée d'une fausse justice laxiste, entretenir cette peur de la jeunesse, d'une criminalité juvénile non maîtrisée, d'une vague de délinquance jamais égalée à rebours de toutes les statistiques, y compris celles de votre propre ministère. Et pourquoi vous faites cela? Pour qu'on parle de vous, pour draguer l'électorat d'extrême droite dans le cadre de la campagne municipale actuelle de votre parti et de la future présidentielle pour laquelle vous nourrissez l'espoir manifestement désespéré d'être candidat, tout en favorisant la jonction des droites. Après votre loi séparatisme et votre loi immigration, il serait temps, je pense, de comprendre que les électeurs d'extrême droite préfèrent toujours l'original à la copie et que vos textes et vos déclarations renforcent le Rassemblement national en banalisant ces idées détestables. Tout cela est très cynique et en plus dangereux car au fond, vous savez pertinemment que ce que vous proposez est inconstitutionnel car la suppression de l'atténuation de responsabilité a déjà été votée par le bloc central et l'extrême droite de Madame Le Pen dans le cadre de la loi Attal avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel et que c'est contraire à la Convention internationale des Nations Unies des droits de l'enfant que la France a ratifiée depuis plusieurs décennies. Nous avons donc un ministre de l'Intérieur installé place Vendôme qui s'assoit sur une convention internationale pour faire le buzz en instrumentalisant des enfants avant tout en souffrance pour son petit agenda personnel et je crois que c'est détestable. Merci beaucoup. Madame Eda Adizadeh. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir pris une position aussi claire sur la proposition de loi que j'ai portée, mais je ne suis pas la seule parce que je veux rappeler ici qu'elle est le fruit d'un long travail porté depuis 2003 par le Conseil national des barreaux, qu'elle avait fait déjà l'objet d'un amendement lors de la loi d'Adrien Taquet et que si elle a pu être votée à l'unanimité dans l'Assemblée le 11 décembre, l'unanimité des présents moins une abstention, c'est bien parce qu'il y avait eu un travail de conviction mené de longue haleine par de nombreux acteurs, des parlementaires, mais aussi des anciens enfants placés et bien sûr également des magistrats. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Vous dites, et sans doute à juste titre, qu'il faut peut-être expérimenter cette proposition de loi avant de la généraliser. On sait que le temps parlementaire, le calendrier parlementaire est long. Je vous propose que, dès à présent, nous travaillions ensemble avec des barreaux, et il y en a, qui se sont mobilisés, pour mener cette expérimentation. Et dans le même temps, parallèlement, nous continuons à faire progresser cette proposition-là dans la navette. J'espère que le gouvernement ajoutera un article additionnel dans sa PJL. On est aussi en train de travailler avec des sénateurs pour pouvoir trouver un espace pour l'inscrire dans l'ordre du jour du Sénat. On mène tous ces combats de front, mais je vous propose qu'on ne perde pas de temps et que dès à présent, on puisse mener cette expérimentation. Enfin, sur le financement, je vous le dis et je vous le dis seulement parce que d'anciens enfants placés m'ont dit qu'ils étaient prêts à consentir quelque part à ce sacrifice. Il y a le pécule. C'est l'allocation de rentrée scolaire qui est placée à la Caisse des dépôts et c'est un droit qui a été ouvert depuis 2016 pour que les enfants placés qui sortent du système demandent de récupérer cette somme sous la forme d'un pécule. Les anciens enfants placés sont prêts à ce qu'une partie du pécule vienne financer l'aide juridictionnelle. Parce que entre un chèque
qui est presque un chèque solde de tout compte, et la certitude que la République finance un spécialiste du droit à leur côté tout au long de leur placement. Merci. Vous voyez, s'ils doivent faire le choix est vite fait. Merci beaucoup. Monsieur Arnaud Bonnet. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, le 2 juillet 2025, vous déclariez dans C'est à vous sur France 5 être favorable à l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, ce que vous avez redit aujourd'hui. Je m'inscris pleinement dans vos propos défendant l'imprescriptibilité pour ces crimes depuis le début de mon mandat, évidemment sans le faire à l'aveugle parce que c'était une transformation d'ampleur. Le rapport de la commission d'enquête sur les violences au milieu scolaire, dite commission d'enquête Betaram, préconisait l'ouverture d'un travail transpartisan sur le sujet, ce qui est devenu la réalité au sein de la délégation aux droits des enfants depuis le mois de septembre, où une mission d'information sur celui-ci est en œuvre et que j'aurai l'honneur de rapporter avec ma collègue Alexandra Martin et bien sûr notre présidente Perrine Goulet. Nous sommes face à des violences de masse systémiques, pour preuve encore tout ce qui continue d'être révélé sur l'affaire Epstein, d'ailleurs, dont l'ampleur des révélations touche également la France, ou sur les pédocriminels en série, Jacques Leveugle récemment, ou encore Joël Lescoranec. Et nous devons y donner une réponse d'ampleur qui marque une première pierre dans notre société pour prendre réellement en compte l'enfant comme un individu. Vous avez donc déjà répondu à la question sur l'imprescriptibilité. Et pour ce qui est de la prévention également, j'aimerais savoir si une proposition de loi au hasard qui serait proposée sur l'extension du certificat d'honorabilité, parce que on sait que nous avons de nombreux trous à boucher à ce sujet. Et donc, est-ce que vous accompagneriez cela ? Merci beaucoup. Madame Béatrice Piron. Monsieur le ministre, je souhaite vous interpeller sur les garanties procédurales entourant les décisions de placement des enfants à l'aide sociale à l'enfance. Dans ma circonscription, une famille dont les enfants ont été placés n'a pas pu être présente pendant le jugement. La convocation, transmise uniquement par téléphone à l'avocat, la veille du jugement, l'a empêchée d'être présente ou représentée lors de cette audience. De telles situations génèrent un sentiment d'injustice, affaiblissement de la confiance envers l'institution judiciaire et compliquent la coopération autour du projet de l'enfant. Il a pu m'être remonté que cette pratique ne serait pas isolée et pourrait dans certains territoires être justifiée par la crainte que la famille, si elles étaient informées de l'audience, se soustrait avec leurs enfants à la justice. Je comprends la nécessité de protéger l'enfant et d'anticiper les situations de danger. Toutefois, lorsque cette logique conduit à écarter l'information des parents, elle pose question. Elle prive toute possibilité de défense ou de contradiction et fragilise les principes fondamentaux des droits de la défense. Au-delà de ce cas, se pose donc une question de principe. L'effectivité de l'information des familles et leur présence ou leur représentation aux audiences sont des conditions essentielles non seulement du respect des droits fondamentaux, mais aussi de la qualité de la légitimité des décisions rendues. Ma question est donc la suivante. Serait-il possible de garantir que les familles soient systématiquement informées et présentes ou représentées lors des audiences en vue du placement des enfants à l'ASE, y compris lorsque des risques sont évoqués, afin que des garanties procédurales adaptées puissent être mises en place sans renoncer au contradictoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Nicole Sanqueur. Est aujourd'hui au cœur de l'attention nationale avec le projet de loi de refondation que vous portez. Ce texte très attendu vise à répondre à une crise profonde du système et à mieux sécuriser les parcours des enfants confiés. Dans ce cadre, je souhaite attirer votre attention sur la situation particulièrement préoccupante de la protection de l'enfance en Polynésie française. En mai 2025, la petite Hayden, âgée de 7 ans, est décédée dans des circonstances de maltraitance et de privation grave alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure de placement décidée par l'autorité judiciaire. Ce drame a profondément choqué la population du Fénois. Or, près d'un an après les faits, aucune information complète sur les défaillances du contrôle et du suivi de ce placement n'a été portée à la connaissance des élus locaux, nourrissant un sentiment de manque de transparence et d'évaluation des dispositifs existants. Cette situation interroge directement la capacité de l'État, prescripteur des placements judiciaires, à garantir un suivi effectif, continu et sécurisé des enfants confiés. Je souhaite donc savoir si des dispositions concrètes sont inscrites dans le projet de loi pour renforcer la responsabilité, la traçabilité et le contrôle des placements d'enfants
sur décision judiciaire en Polynésie française et par ailleurs, les placements provisoires sans retrait de l'autorité parentale peuvent dans certains cas créer une double peine pour l'enfant et sa famille, notamment lorsqu'un parent fait l'objet d'une instruction pénale sans mise en examen. Comment dans ce projet de loi entendez-vous mieux articuler la protection immédiate de l'enfant, le respect des droits parentaux et l'intérêt supérieur du mineur afin d'éviter des décisions qui fragilisent davantage les enfants et leurs familles? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour la dernière de ce premier tour, Madame Soumia Bouroua. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je souhaite vous interroger sur la protection des mineurs non accompagnés. Récemment, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a une nouvelle fois sanctionné la France pour ses manquements dans cette protection. Ces sanctions soulignent une difficulté dans l'application de principes auxquels notre pays a pourtant souscrit en ratifiant la Convention internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, on a un dispositif d'évaluation de la minorité qui est confié au département, qui conduit trop souvent à des ruptures immédiate de prise en charge et en cas de doute sur l'âge d'un jeune, la protection cesse, parfois dès la première évaluation, et ces enfants adolescents qui sont déjà marqués par l'exil, par les violences ou les ruptures familiales se retrouvent sans hébergement, sans accompagnement éducatif, sans accès aux soins ou à la scolarité pendant toute la durée du recours. C'est contraire aux droits internationaux. Le comité de l'ONU rappelle ces principes fondamentaux, la présomption de minorité. Tant qu'un juge ne s'est pas prononcé définitivement, le doute doit bénéficier à la personne qui se déclare mineure. C'est une obligation qui est juridique, mais aussi une exigence de cohérence pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Au-delà, il appelle également un examen rigoureux des documents d'état civil étrangers. Il y a de grandes prudences dans le recours des tests osseux, dont la fiabilité, elle demeure, qui reste encore discutée. Et au-delà des débats sur la politique migratoire, nous parlons ici d'enfants sur notre territoire et cette protection de l'enfance ne peut être conditionnelle, elle doit être continue, effective et conforme à nos engagements. Donc j'aimerais vous poser une question, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous indiquer quelles mesures vous allez prendre pour garantir cette présomption de minorité conformément aux recommandations du Comité des droits de l'enfant et pour que plus aucun jeune ni adolescent ne soit laissé sans hébergement ni protection, livré à eux-mêmes avec tous les risques que cela peut comporter? Je vous remercie. Merci à tous, Monsieur le Ministre. Je vous laisse la parole pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Madame Sanquer, la difficulté d'abord d'autres questions, c'est d'abord le drame tragique de la petite Aïden, vous l'avez dit, à Papeete. Madame Catala, vous partez. C'est dommage. Vous m'insultez puis vous partez, c'est un peu dommage. Mais je vous répondrai, vous inquiétez. Merci beaucoup. C'est dommage de faire de la politique avec les enfants. C'est dommage que pour la France insoumise, vous fassiez de la politique avec les enfants. Au revoir, Madame Catala. Voilà, ce sera... Merci beaucoup, Madame Catala. Mais c'est un peu dommage, faire un tract politique contre la politique de l'enfance. Je pensais que vous alliez dire un petit mot pour vous réjouir de la création des 2 postes dans votre circonscription pour la protection des enfants. Je pensais que c'était votre prise de parole. Vous faites une intervention digne de la France insoumise, en effet, très radicale, alors qu'on parle des droits de l'enfant. Vous m'insultez, ça c'est votre droit, j'ai l'habitude, et après vous partez sans même entendre la réponse. Je rappelle à tout le monde. Voilà, merci Madame Catala. J'espère que vous mettrez, Madame Catala, asseyez-vous, préférez les enfants, Madame Catala, préférez les enfants plutôt que votre meeting municipal. J'espère que vous mettrez aussi cette petite vidéo lorsque vous ferez votre buzz sur Internet. Merci beaucoup Madame Catala. Bon meeting Madame Catala. Bien, donc je vous disais que pour la question de la petite Aïden, qui était vraiment affreuse, ce qui s'est passé en Polynésie, pour cette famille d'accueil, pour l'instant, vous savez qu'ils sont en détention provisoire. Donc la justice a fait son travail, et puis évidemment, il y aura un jugement, il ne m'appartiendra pas d'intervenir. Notre difficulté avec le gouvernement local de Polynésie, c'est que la protection est une compétence également du gouvernement de Polynésie. Donc il y a un travail de coordination, particulièrement en Polynésie, comme en Nouvelle-Calédonie, entre la compétence du gouvernement et la compétence de l'État central. Mais vous posez une question toute particulière qui est comment, de manière générale, et évidemment on le fera pour le Fénois, comment on arrive
à essayer de contrôler ces familles d'accueil, nous avons dans le projet de loi que nous portons avec Mme Brice, qui permet de répondre à une autre question, notamment celle de Mme Dubré-Chirat, nous permettons désormais le contrôle systématique pour les familles d'accueil des antécédents judiciaires pour les tiers dignes de confiance, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et donc ça n'empêchera évidemment pas des drames si personne n'a aucun antécédent judiciaire et qu'on accepte l'agrément de famille d'accueil, mais c'est le minimum, me semble-t-il, et c'est notamment le cas pour ce qui concerne évidemment ce drame qui concerne cette petite Polynésienne. Vous dire peut-être sur la question des mineurs isolés, notamment en Seine-Saint-Denis. Bon, c'est une question qui relève pas tellement du ministre de la Justice, puisque vous savez bien que sur le travail que font les départements en lien avec le ministère de l'Intérieur pour savoir quel enfant est mineur et lequel n'est plus un enfant et devient majeur. Ça, c'est aussi la réglementation qui nous l'impose, et notamment la réglementation nationale et européenne. Quand les cas sont donnés par les départements, en l'occurrence, 80% des cas sont confirmés par le juge des enfants. Donc moi, je n'ai pas à intervenir. D'abord, c'est une compétence du département et du ministère de l'Intérieur, préfet, président de département. Puis ensuite, c'est le juge, c'est même pas le parquet, c'est le juge qui intervient. Donc j'entends ce que vous dites, et il faut sans doute travailler davantage entre les juges pour enfants, le département qui accueille et l'État avec le ministère de l'Intérieur et monsieur le préfet. Mais là, je vois pas très bien ce que le ministre de la Justice peut faire en intervenant dans cette vie-là de distinction majeur-mineur. Sur les garanties procédurales de placement, Madame Piron, je pense qu'on peut rappeler ici qu'il est juridiquement pas possible, ni nationalement ni d'après le droit européen, de convoquer l'enfant sans convoquer les parents à l'audience. Donc la procédure civile doit être respectée, et si les dysfonctionnements existent, vous avez raison de le dire, ils doivent donner lieu à des sanctions en appel d'abord, parce qu'il y a évidemment un appel, et en tout cas ne pas être tolérés. Alors là aussi, il s'agit du juge du siège, peut-être rappeler à l'ensemble des civilistes, on peut le faire, au ministère de la Justice par la direction des affaires civiles et du Sceau, le fait qu'effectivement on ne doit pas se retrouver dans la situation que vous évoquez, mais on peut difficilement revenir en arrière sur ce que pourraient faire des juges du siège, sauf à ce qu'à l'appel, les avocats ou l'autre juge considèrent qu'il n'y a des choses n'ont pas été tout à fait. Ce qui concerne la question de la proposition de loi, moi je suis d'accord pour l'expérimentation, Madame la députée. Alors on peut formuler à l'Inspection générale de la justice dès demain une volonté avec les barreaux et avec peut-être quelques départements, le travail de présence systématique de l'avocat. J'entends la question du pécule, pourquoi pas. J'ai aussi soulevé auprès des barreaux le fait qu'il peut y avoir aussi un petit peu de solidarité entre ces barreaux. Puisqu'il y a des endroits sans doute où le barreau est pauvre, il y a beaucoup d'AJ parce que la population est pauvre, il y a beaucoup de mineurs, puis il y a des endroits où les barreaux sont un peu moins pauvres. Alors c'est pas à moi d'intervenir dans l'organisation de la profession d'avocat, bien évidemment. Je rappelle que l'AJ a augmenté très très largement depuis 7 ans. Elle va continuer d'ailleurs à augmenter dans le prochain budget de manière très importante. On peut y mettre une partie de cet argent du budget nouveau d'ailleurs auprès des unités de valeur supplémentaires, par exemple la présence de l'avocat auprès de l'enfant. Mais il y a peut-être plusieurs moyens, pas que le pécule, pour pouvoir créer cette solidarité. Donc moi je suis favorable. Je propose qu'on travaille avec mon cabinet pour saisir ensemble, pour vous consulter dans cette expérimentation, en attendant en effet la loi qui serait adoptée. Nous avons des questions qui ont été également posées. Je vais prendre un petit papier. Hop. Pour ce qui est de Madame Dubré-Chirat sur le monde, sur la centre éducatif fermé. Bon, les centres éducatifs fermés, c'est 6,6% des mineurs qui sont sous main de justice. Donc c'est 600 jeunes. Donc c'est important, mais on voit bien que tout le débat se focalise sur les centres éducatifs fermés. On voit bien que dans le milieu ouvert, il y a beaucoup plus de monde, d'où le choix que je fais. Ce que j'ai dit, c'est que je fermais les centres éducatifs, je transformais les centres éducatifs fermés publics, c'est-à-dire gérés directement par l'État et par la PJJ, et que je laissais dans un premier temps ceux qui étaient associatifs, en délégation de service public avec des associations. Ça nous permettait de voir comment fonctionne également la nouvelle formule que je propose. Comme ça permet aussi aux juges de faire des déplacements, et ça permet de voir comment fonctionnent 2 types de centres différents. Et ça permettait d'éviter de casser les contrats aussi avec les délégations de service public qui nous auraient coûté plus cher et de plutôt pouvoir les renégocier quand ils sont à renouvellement. Chez vous, c'est un centre éducatif associatif. Donc il n'est pas concerné par la transformation que j'évoquais. Vous dire que je suis également posé par la sénatrice LR de proxénétisme sans contact physique, avec
ce qu'on appelle ONIFLAN notamment. Voilà, et donc le gouvernement a donné un avis favorable. Je crois qu'elle a été adoptée d'ailleurs hier au Sénat, me semble-t-il. Sur la question de M. Brunet, je pense qu'on a, M. Bonnet, pardon, je crois qu'on a convenu qu'on était d'accord ensemble, et donc il faut qu'on avance sur ce point. Et il nous faut d'ailleurs un texte législatif pour avancer. Si je peux le mettre dans les textes que je propose au Parlement, je le ferai, mais si c'est une proposition de loi, je la soutiendrai. Donc je le redis ici. Je regrette également le ton sur la question des mineurs étrangers. D'abord parce que je pense que c'est jamais bon de faire de la politique avec les enfants, et que les enfants étrangers... Je vous ai écouté avec intérêt et avec silence. Donc je me permets de vous dire, Madame la députée, que je ne considère pas qu'un enfant doit être distingué selon sa nationalité ou ses papiers. Donc moi, Madame, voilà. Je vous dis que personnellement, je ne pense pas qu'il y ait à distinguer les enfants selon leur papier, et c'est ce que vous avez fait. Voilà, c'est une différence fondamentale, qui est d'ailleurs contraire à la tradition de notre région d'élection. Mais même un enfant qui est de statut irrégulier sur le territoire national, la République a le devoir de le protéger. Voilà. Ensuite, non, Madame, voilà, des enfants de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, 4 ans, je ne me vois pas dire et faire de procéder à des expulsions de ces enfants qui sont isolés. Nous parlons de gens isolés. Voilà. D'ailleurs, je m'enorgueillis, et je constate que l'Assemblée nationale a voté contre, de l'interdiction de la présence des enfants dans les CRA. Celui qui interdit la présence des enfants dans les centres de rétention administratifs, c'est votre serviteur. Un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans qui est en construction psychologique ne doit pas être... Ben, vous pouvez souffler en l'air, peut-être que ce que je vous dis vous paraît particulièrement laxiste, mais je pense que les enfants ne sont pas responsables du travail d'irrégularité qu'ont peut-être organisé leurs parents. Nous parlons, madame, d'enfants qui sont donc isolés, placés sous main de justice. Quand les enfants... Non, madame. Ensuite, il y a un deuxième sujet, ce sont des familles qui sont irrégulières sur le territoire national. Non, mais on n'est pas d'accord parce que vous voulez expulser les enfants étrangers. Donc, j'en ai... Bon. Donc, voilà. Mais madame. Mais non, madame. Donc, il y a des enfants qui sont isolés. C'est dont je vous parle. On ne parle pas des mineurs, pas du tout. Madame la Présidente. Non, mais il y a un malentendu. Non, je pense que nous avons très bien entendu. Laissez le ministre répondre. Allez-y. Voilà. Donc, quand il s'agit d'enfants isolés, quand bien même ils seraient irréguliers sur le territoire national... Alors, madame, si vous n'écoutez pas la fin de ma phrase, on va avoir du mal à s'entendre, si vous me permettez. Parce que moi, je pense vous avoir entendu sans vous interrompre. Donc, lorsqu'il s'agit d'enfants isolés, voilà, et qui sont placés sous la protection de l'enfance, qu'il s'agisse de l'ASE ou qu'il s'agisse de la PJJ, qu'ils soient irréguliers ou non, ne change rien à l'affaire. Lorsqu'ils deviennent majeurs, en revanche, évidemment, il y a des dispositions... et notamment la loi Taquet, il y a des dispositions qui nous permettent soit d'en régulariser une partie. Bon, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, madame, bon, voilà, très bien. Lorsqu'il y a en revanche des familles qui sont irrégulières avec des enfants, nous pouvons procéder, évidemment, à l'expulsion du territoire national. Et c'est ce que nous faisons, évidemment, et vous avez encore les chiffres, les 2 dernières années sont en augmentation. Et par ailleurs, vous ne l'avez pas dit, parce que je pense que ça vous embête de le dire, il y a eu moins 30% des MENA, et notamment dans votre département du Pas-de-Calais. Le rapport ne porte pas bien. Sur les MENA. Il ne s'agit pas des MENA. Mon rapport ne porte pas sur les MENA. Il y avait un autre rapport sur les MENA. Dialogue de sourds. C'est vraiment dommage que vous fassiez de la politique sur les dos des enfants. Vraiment, je trouve ça... Et les filles et vous, je trouve que c'est dommage. Voilà. Bien. S'il vous plaît. Non, stop. Monsieur le ministre, finissez votre propos et on verra dans le deuxième tour si certains veulent préciser leurs propos. En ce qui concerne Mme Catala, qui de là où elle est sans doute nous entendra, puisque la réponse ne semble pas lui faire patienter quelques instants. Je suis en effet favorable à la fin de l'excuse de minorité. C'est d'autant plus pas surprenant que j'ai soutenu la proposition de loi en effet portée par de nombreux parlementaires, et notamment Gabriel Attal. J'ai totalement constaté que le Conseil constitutionnel avait considéré qu'elle n'était pas constitutionnelle. J'ai donc dit, en effet, que j'étais pour modifier la Constitution, pour garder une spécialisation du jugement des enfants. Il faut évidemment garder un tribunal pour enfants, et que l'excuse de minorité, c'est une liberté du juge qui lui est limitée.
Quand on fait confiance aux magistrats, on leur fait confiance complètement, et c'est au juge de considérer s'il y a une excuse de minorité ou non, s'il y a une atténuation de la peine ou non. Et donc je pense que lorsqu'on a des enfants de 13, 14, 15 ans qui commettent des assassinats de sang-froid, des viols collectifs, des actes de torture et de barbarie, nous ne sommes plus tout à fait en 1945, lorsque le général de Gaulle, que combattait Madame Catala, a pris cette ordonnance de 1945. Et en effet, je pense qu'il faut que nous évoluions sur notre justice des mineurs. Et en effet, la sanction fait aussi partie de l'éducation, ce qui gêne Madame Catala. C'est dommage de ne pas avoir entendu. On a le droit de ne pas avoir pensé pareil que la France insoumise. Ce n'est pas extrêmement grave, ça méritait sans doute pas les insultes que j'ai reçues, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai des prises de parole de députés qui ne l'ont pas eu jusqu'à maintenant. Madame Mizoff. C'est vous. Monsieur le ministre, je souhaite vous interpeller sur les dangers des addictions chez les mineurs, notamment sur le protoxyde d'azote. La production des mineurs, effectivement, face à ce fléau, on se mobilise tous face à ce fléau, et l'accessibilité persistante du produit alimenté par des circuits de revente détournés, facilement accessibles en ligne, continue d'en favoriser la diffusion à grande échelle. Les risques liés à la consommation du protoxyde entraînent de sérieuses complications touchant les circuits cardiovasculaires et nerveux. Et d'après la santé publique française, les signalements d'intoxication ont été multipliés par 3 entre 2020 et 2023, et environ 10% concernent les mineurs. Ces dernières années, notre pays s'est néanmoins doté d'un arsenal juridique destiné à encadrer la vente de produits et à mieux protéger les mineurs. Si ces avancées constituent un socle essentiel, elles appellent nécessairement à de nouvelles adaptations partagées par de nombreux acteurs locaux. Et j'avais cette question. Vous avez récemment exprimé votre volonté d'approfondir l'encadrement actuel en ouvrant la voie aux évolutions juridiques nécessaires pour mieux prévenir ces usages. Quelles orientations entendez-vous porter pour renforcer la protection des jeunes face à la consommation de ce protoxyde d'azote, tant en matière de prévention que de réponse pénale, notamment à l'égard des circuits de revente détournés? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Zaya Hamdam. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous m'excuserez, mais je suis un petit peu en colère, et c'est la professionnelle de la protection de l'enfance qui vous parle aujourd'hui, parce que depuis quelque temps, vous affichez clairement l'envie de poursuivre plus et plus souvent les mineurs. Monsieur le Ministre, je me suis entretenue avec le SNEPS PJJ-FSU, le syndicat majoritaire de la protection judiciaire de la jeunesse, qui juge vos mesures et vos déclarations inutilement coercitives. Et moi aussi. Quand on sait qu'il y a 80% de récidives après une détention, c'est quoi l'objectif de toutes ces mesures punitives? Vous avez vous-même reconnu les effets désastreux de l'enfermement pendant le débat sur la loi Attal, surtout quand on parle d'enfants déjà complètement détruits par le parcours et leur parcours de vie à l'ASE. Et je rappelle ici que les 2/3 des mineurs à la PJJ viennent de là, ils viennent de l'ASE. Et à l'inverse, on sait ce qui marche. En 2020, c'est des chiffres très précis, 65% des mineurs suivis en milieu ouvert n'avaient pas replongé à leurs 18 ans. Donc, ce qui marche, ce n'est pas la prison, c'est clairement posé, c'est l'éducation et les moyens. Même votre propre administration, la DPJJ, indique que plus de la moitié des professionnels dénoncent la détérioration du lien éducatif et demandent une réduction des normes. Actuellement, on est à un éducateur pour 25 jeunes, alors que tout le monde milite pour un éducateur pour 16 jeunes. Question, Monsieur le Ministre, pourquoi s'obstiner dans cette politique du chiffre et de la coercition plutôt que d'écouter enfin tous les professionnels qui boycottent malheureusement vos instances? Il serait temps de revoir les normes de prise en charge et de passer de 25 à 16 enfants par éducateur. Le terrain le demande depuis des années maintenant. Et vous verrez, vous obtiendrez enfin ce que vous recherchez, c'est-à-dire la fin de la récidive. Merci beaucoup. Madame Patrice Rouleau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous n'ignorez pas en votre qualité de garde des Sceaux le chiffre effarant fourni par l'association L'Enfant Bleu d'un enfant qui décède tous les 5 jours des suites de maltraitance. Le président de l'Ordre national des médecins, Dr Bernard Werny, parlait même de 2 enfants par jour.
Ce constat est extrêmement choquant, mais ce qui l'est encore davantage, c'est de savoir que dans de nombreux cas où l'enfant est décédé, des plaintes et des informations préoccupantes avaient pourtant été déposées sans que rien ne se soit passé pour retirer l'enfant à ses bourreaux. Les députés ont récemment adopté à l'unanimité une proposition de loi rendant obligatoire l'assistance d'un avocat pour les mineurs faisant l'objet d'une assistance éducative. Si cette proposition de loi avait été votée plus tôt, il est probable que le petit Bastien en Seine-et-Marne ne serait pas mort, enfermé par son père dans une machine à laver, car il aurait eu, du haut de ses 3 ans, un avocat pour évoquer les nombreuses maltraitances dont il était fréquemment l'objet et pour dire qu'il fallait d'urgence retirer cet enfant à ses parents bourreaux. Mais quid des autres enfants ? Ceux qui ne font pas l'objet de mesures éducatives, ceux dont la mère comparaît devant le tribunal correctionnel pour avoir donné régulièrement des coups à un enfant qui ne mange pas assez vite ou qui fait pipi au lit. Ceux-là ne bénéficient pas obligatoirement de l'assistance d'un avocat et n'ont pas de voix qui s'élève pour relater leur souffrance. Alors, Monsieur le Ministre, pour remédier à cela, êtes-vous prêt à reprendre certaines des propositions de Marine Le Pen, notamment la présence d'un avocat pour les victimes mineures à toutes les instances, qu'elles soient civiles, pénales, administratives, l'établissement d'un référentiel unique pour détecter mieux et plus vite les maltraitances, car le décret pour l'application de la loi Taquet du 7 février 2022, sauf erreur de ma part, n'est toujours pas paru. Êtes-vous prêt également à élargir aux mineurs le titre 14 du Code civil prévoyant des mesures de protection de victimes de violences, car actuellement, ce texte ne protège les enfants que s'ils sont victimes de violences intrafamiliales et indirectement par l'action de leurs parents qui agit contre le parent violent. Êtes-vous favorable ? Merci beaucoup, Madame Rouleau. J'avais bien dit 2 minutes pour respecter le timing, surtout que Monsieur le ministre doit partir dans 10... Un ministère de la Justice. Un ministère de la Justice Non, pour... Madame Rouleau. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Voici pour ces dernières questions. Juste pour, vous avez évoqué tout à l'heure la prise en charge des victimes, auteurs-victimes. Il y a des dispositifs qui sont faits au sein de la PJJ, notamment dans notre territoire au niveau de la PJJ de Lyon, qui jusqu'ici envoyait aussi des ressources dans la Nièvre. Faute de budget pour prendre en charge ces auteurs victimes, ça s'est arrêté dans la Nièvre. C'est un très beau dispositif qui est mis en place. Je vous invite à le regarder, j'en profite, puisque vous avez le directeur de la PJJ avec vous. Et vous avez évoqué rapidement les tiers dignes de confiance. Je pense qu'ils sont tous convaincus qu'il faut aller vers cette désinstitutionnalisation. Maintenant, il faut aussi le permettre. Et comment on fait pour que les départements vous amènent aussi au juge ces propositions de tiers dignes de confiance? Je vous laisse répondre à la dernière question, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Je ne doute que le directeur de la PJJ est en train de prendre note pour le département de la Nièvre, qui, je crois, est important pour vous. On va regarder évidemment pour ce dispositif. D'abord pour Madame Missoff, je partage évidemment le drame du protoxyde d'azote. On l'a dénoncé à plusieurs reprises, évidemment qui touche les mineurs. Il y a évidemment d'autres addictions qui peuvent créer des difficultés, des nouvelles addictions. On pense au PTC, je ne sais pas si vous avez vu cela en ce moment, et pas simplement le cannabis qui est dans la surconsommation, ou parfois l'alcool, ou au pire d'autres drogues. Donc nous avons une disposition avec le ministre de l'Intérieur dans son projet de loi sur la sécurité du quotidien qui va bientôt arriver dans votre chambre sur l'interdiction de vente de protoxyde d'azote, la pénaliser comme inhalation en dehors du cadre médical et supprimer également, enfin en tout cas interdire et pénaliser son transport, parce que depuis le 1er janvier 2021, la vente est interdite aux mineurs, mais on voit bien que le sujet, c'est pas tellement la vente, c'est l'achat sur Internet, c'est des distributions parallèles, comme vous l'avez dit, ou les transports. Tout le monde ne fait pas de la crème chantilly, j'imagine, en nombre, voilà, lorsqu'on attend sur des parkings ou près d'habitations. Donc je pense que la loi proposée par le ministre de l'Intérieur répondra à votre interrogation, et vous avez parfaitement raison. Cela crée de graves difficultés, d'abord médicales, mais aussi après de comportement. On l'a vu dans un drame qui a touché un jeune homme à Lille sous une conduite sous protoxyde d'azote. Madame Hamdan, je pense qu'on ne s'est pas bien compris, je m'en excuse. Je crois que c'est exactement le contraire de ce que je fais, puisque je suis le premier à recréer 150 éducateurs en milieu ouvert. Et le syndicat que vous citez, qui ne gère pas le ministère de la Justice, mais qui est très important dans le fonctionnement avec la PJJ, comme d'autres syndicats, bien évidemment, pour lesquels le directeur de la PJJ a une relation sociale constante. La norme évoquée, c'est quelqu'un de milieu ouvert pour 25 jeunes. Voilà.
Et là, avec les 150 éducateurs de plus que je vais mettre en place dans le milieu ouvert, ça tombera à 23 jeunes. Donc on sera même au-delà de ce que vous proposez. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, il ne faut pas continuer à y mettre des moyens. Et deuxièmement, je ne souhaite pas l'enfermement des mineurs. Je ne sais pas où vous avez vu cela. Je n'ai porté depuis un an aucune disposition législative, et encore moins réglementaire, je n'aurais pas le droit de le faire, pour créer des incriminations nouvelles ou augmenter des quantums de peine qui concerneraient les mineurs. J'ai en revanche supprimé les centres éducatifs fermés, que 2 gouvernements de gauche ont maintenu et ont augmenté le nombre. Donc voilà, je pense que je comprends votre propos, mais il est totalement contraire à mes propos introductifs. Donc je pense que c'est censé vous rassurer, j'imagine. Madame Rouleau, je pensais que vous alliez également me remercier pour la création des 4 cabinets de juges pour enfants de votre département. Vous avez peut-être oublié de le dire, mais ça me permet de vous remercier pour le soutien que vous avez dans la politique du gouvernement pour votre département. Et comme je l'ai dit auprès de Madame la députée, je suis favorable à la présence de l'avocat auprès d'enfants. Et vous avez parfaitement raison, si cette disposition existait auparavant, je ne sais pas si le drame aurait été évité, mais c'est évident que cet enfant aurait été défendu. Et vous avez parfaitement raison. Sur la fin du devoir de correction, il a été reconnu par la Cour de cassation. Et donc, évidemment, il est la règle de la législation de la République. Et on est en train de travailler au plan d'administrateur ad hoc. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé lors du débat budgétaire. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on est en train de revoir l'ensemble de son... Parce qu'évidemment, il est trop long, il n'y en a pas assez. Voilà, donc nous sommes en train d'y travailler dans le débat parlementaire, notamment au Sénat. Moi, je n'ai pas eu la chance de défendre les crédits à l'Assemblée nationale. On aurait pu en parler à ce moment-là. C'est vrai que c'est un peu frustrant parce que du coup, je comprends très bien vos difficultés, mais voilà, je me permets de dire que j'ai pu les défendre au Sénat. Donc on a parlé longuement des administrateurs ad hoc. Et d'ailleurs, j'ai pris un amendement du Sénat sur les administrateurs ad hoc et sur la rapidité sur laquelle on devrait être désigné et sur leur nombre. Voilà, donc on y travaille bien évidemment et il y a des crédits supplémentaires au budget. Ah, mais je n'en doute pas un seul instant, du moment qu'on ne va pas expulser les enfants étrangers, moi je suis d'accord. Oui. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé du temps pour échanger sur ces sujets importants que sont la protection de nos enfants. On voit votre volonté et l'engagement que vous mettez sur cette protection de l'enfance et on vous en remercie et vous nous trouverez à vos côtés pour vous appuyer sur différents sujets et sur l'imprescriptibilité. Bien entendu, nous allons continuer nos travaux, les terminer, je pense, assez rapidement et on reviendra vers vous pour faire des propositions. Je vous remercie. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci d'avoir suivi cette audition avec nous. Ces échanges sont essentiels pour comprendre les orientations prises en matière de justice et de protection des enfants. Si vous souhaitez continuer à suivre la vie parlementaire en